hola, hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, tout simplement à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natürlich. Aujourd'hui, Bouchra Gérard, la créatrice haute couture, nous reçoit pour nous expliquer sa vision de la féminité. Découverte des hôtels Arty à Paris, des chambres dans lesquelles vous allez rêver et vous inspirer. Focus sur un accessoire qu'on a tous, la chaussette, et Archiduchesse qui fabrique ses modèles pop et colorés en France. La relève du jour, c'est Macon et Lesquois, une jolie marque de badges brodés qui twisteront en un tour de main tout vos looks. Et tout de suite, notre point de vue sur les actualités stylées de la semaine chic. Version Française, c'est maintenant. Taylor Books, c'est une librairie éphémère qui prend régulièrement ses quartiers dans différents lieux de la capitale. Pour sa première saison, Taylor Books se propose de déshabiller du regard sa collection d'ouvrages et aborde la photographie de mode de 1950 à nos jours. Un nouveau style de magasin a ouvert boulevard Beaumarchais. Ici, c'est une joyeuse et gourmande mosaïque. Sur 500 mètres carrés sont réunis une cave, une épicerie, une boulangerie, un marché, un resto et une vente à emporter. Le guide du bien élevé, c'est le dernier ouvrage de Laurence Caracalla qui vous apprend les bonnes et les mauvaises manières à connaître dans la vie. Est-il poli d'arriver pile à l'heure? Et dans l'escalier, qui passe le premier? Autant de questions essentielles pour le dîner avec belle maman. Une nouvelle fois, la maison Trudon parfume délicatement l'atmosphère, mais cette fois-ci en un crack. Ces allumettes dans leurs jolis écrins dessinés par l'artiste anglais Lawrence Minot vont rapidement devenir l'accessoire indispensable du rituel de la bougie. Bouchra Gérard, membre du cercle très fermé de la haute couture depuis 2014, connu pour ses silhouettes géométriques et formes épurées, notre invité du jour, voici son portrait. À 2 pas de la place Vendôme, en plein cœur de la capitale, voilà la maison de couture Bouchra Gérard. Bouchra Gérard est la seule femme styliste inscrite au calendrier officiel de la haute couture. Ses modèles défilent chaque saison lors de la Fashion Week. Nous passerons une journée avec elle, dans ses bureaux et son showroom. Au programme, choix et préparation de tenues pour des stars qui courent les festivals de cinéma, choix de tissus pour la prochaine collection et essayage cabine avec Flora. Tu veux remarcher un peu? J'ai souvenir pendant un JT le soir d'avoir vu un défilé Saint-Laurent et d'être restée complètement scotchée face à un univers que je découvrais. Mais j'étais grande, quoi, j'avais 17 ans, j'étais pas gamine. Résultat, Bouchra Gérard plaque la Côte d'Azur et monte à Paris. Elle poursuit ses études et travaille pendant 20 ans dans de grandes maisons de couture, Jean-Paul Gaultier, Lacroix, Balenciaga, avant de créer sa propre maison en 2010. On fait ça. Après, j'aime bien cette jupe parapluie. Ça, c'est super joli. Oui. Non, moi j'aime bien. Bon, on va pas lui proposer les baskets, quoique j'adorerais. Ça me plaît l'idée que cette robe soit portée réellement, qu'elle soit commandée, qu'on la réalise dans les mesures de la cliente et que cette cliente soit productrice dans la musique aux États-Unis. Ça me plaît beaucoup. C'est joli, non? Très joli. Non, mais c'est bien, il y a de la force. Moi, j'aime ça. Et nous aussi, on aime ça. Une force tout en douceur, très moderne, tout à fait portable. C'est l'ADN de Bouchra Gérard. Elle cherche cette élégance et cette touche parisienne et très chic, et en même temps ce côté fort qu'on voit dans toutes les pièces et dans toutes les collections. Retour dans les bureaux de la rue du Montabor. Bouchra et Aurélie choisissent les tissus pour la prochaine collection, car pour faire ces beaux vêtements, il faut un bon croquis et de belles matières. Ça, j'aime pas du tout, en fait. Quelle mauvaise idée. Donc ça, je leur dis que c'est pas... Non, non.
Et ça, qu'est-ce que tu penses, Aurélie? Pas la couleur, hein, elle n'est pas belle. Parce que c'est trop... Non. C'est pas beau, mais c'est une jolie charmeuse. Vous n'avez pas peur que ce soit trop fin? Ben, c'est léger. Et j'ai envie de ça un peu cet été. Bon, la main est bien. La main est bien, hein, mais on fera nos couleurs. Alors, là, on est sur une petite georgette crêpée qui est très jolie, qu'on peut plisser. Faudrait qu'on appelle peut-être Plissé de France cette saison. J'ai envie qu'on retravaille avec eux. Le monsieur est formidable. Tout est hyper précis, pensé dans les moindres détails. Tac. Un croquis, un tissu, une toile pour faire du vêtement une pièce parfaite, correspondant exactement au dessin de Bouchra Jarrah. Dans le showroom, c'est l'heure des essayages. Flora, la mannequin cabine, est présente. Il faut que ce soit bien plat comme. L'objectif est d'adapter les modèles des défilés aux mensurations des clientes. C'est bien. On va la proposer telle que. Il se peut qu'elle la veuille avec des manches. Mais je respecte parfaitement les femmes qui veulent un peu cacher leurs petits défauts. C'est important, on en a toutes et puis il faut les considérer, c'est tout. On ne va pas aller à l'encontre des choses dans lesquelles on est mal à l'aise. La maison Bouchra Jarrah est une petite maison de couture qui grandit chaque saison sereinement. Une maison pleine d'esprit, libre, rock, contemporaine, comme les femmes qu'elle habille. Bonjour Bouchra. Bonjour. On a vu le sujet sur vous et quand on regarde tout ça, ça semble être évident. Bouchra Jarrah fait de la haute couture. Pourtant, depuis 2014 que vous faites de la haute couture, ça n'a pas été si évident que ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Oui, bien sûr. Moi, je viens de la mode, du prêt-à-porter haut de gamme. Ça a été vraiment l'espace où je me suis formée. Auparavant, j'ai fait une école d'art appliqué supérieure. Donc, la mode, j'ai toujours voulu l'exercer sans savoir ce que c'était. C'était plutôt le vêtement qui m'intéressait. L'idée de mode, quand on est en province, on a 14 ans, on ne sait pas ce que c'est vraiment. On est loin de Paris, du système, de cette industrie, de cette économie aussi. On est jeune et on a juste envie de faire des vêtements. Mais vous saviez aussi très tôt une chose, c'est que vous vouliez être indépendante. Donc, après avoir créé pour les autres pendant pas mal d'années, pendant plus de 10 ans, Ouais. vous avez dit, stop, moi je veux Bouchra Jarrah, je veux créer pour moi. Oui. Qu'est-ce que ça a impliqué pour vous? Alors, moi, j'ai vraiment sillonné, fait, œuvré, dirigé aussi dans la mode pendant 18 ans à peu près. Et j'ai décidé de commencer mon histoire à l'âge de 40 ans, parce que les choses venaient un peu comme ça, comme une évidence. Je ne suis pas du tout dans une stratégie de ma vie. Alors là, c'est juste étouffant de se projeter et de définir sa vie. Je trouve que c'est impossible. À 40 ans, j'ai décidé de commencer mon histoire, donc c'était en 2010. Beaucoup me disaient « mais méfie-toi, il y a la crise, machin, le bazar et tout ça ». Je n'ai écouté personne, j'y suis allée tranquillement et j'ai commencé un jour, voilà, parce que issue aussi de toute cette formation que je m'étais permise, notamment aussi dans les grands groupes, dans des entreprises de mode indépendantes, j'avais touché aux accessoires, à de la lingerie, à un tas de choses, mais tout ceci m'avait un petit peu formée. Et un jour, j'ai voulu essayer seule et j'ai créé ma première collection qui était plus de l'ordre d'une performance parce que j'avais décidé volontairement de travailler 4 matières et de faire une vingtaine de passages sans qu'aucun passage ne ressemble à l'autre. Et donc j'étais dans un exercice de style plus qu'autre chose. Et c'est vrai que le jour de la présentation, je me suis dit, je vais essayer, on va voir. Et puis c'est vrai que ça a pris tout de suite. Et c'est vrai que j'ai eu un retour absolument merveilleux qui m'a boostée, qui m'a confortée dans l'idée de poursuivre et d'installer la maison, de penser équipe, de penser tout ça. Parce que vous créez pour la Parisienne, parce que vous créez à Paris, parce que c'est à Paris que ça se passe, on a fait un petit repérage pour vous, Bouchra, un Paris arty.
C'est en plein cœur de Paris, terre d'élégance où les artistes du monde entier ont jeté l'encre, que nous avons déniché 3 adresses d'hôtels tendance où l'art se décline en capitale. Premier arrêt, entre la pyramide du Louvre et l'Opéra. Nous avons déniché un refuge chaleureux. Bienvenue au Crayon, un hôtel où la créativité s'exacerbe d'un coup de crayon. On ne se sent pas à l'hôtel, on se sent chez quelqu'un ici. C'est devenu la maison d'une artiste parisienne. Sur ce projet, pour la première fois, mélanger les deux, un travail de designer, un travail d'artiste. Toutes ces esquisses que j'ai dessinées, je trouve que l'intérêt, c'était d'avoir des présences dans ces chambres. Quand on rentre dans une pièce, on n'est pas tout seul parce qu'il y a un personnage qui est souvent d'ailleurs dessiné en tête de lit. Comme chaque chambre est de couleurs différentes, aucun dessin n'est répété. Direction le quartier du Marais, où galeries, boutiques et restaurants branchés investissent les rues. Vous aimez le street art? Alors cette adresse insolite va vous plaire. On lui a donné un côté street art, comme on peut le voir, un petit peu derrière moi, tout autour. Tout simplement pour s'intégrer, s'ancrer dans le quartier du Marais. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le quartier du Marais? Des artistes. La chambre designée par Combo, par exemple. On peut l'observer juste derrière moi. Robocop qui se retrouve dans la vraie vie. Ça reste quand même un mouvement artistique, de gens initiés, de gens passionnés. Et de les retrouver tout d'un coup dans une chambre, je pense que c'est vraiment assez étonnant. Et on prend un peu plus le temps d'apprécier la chose, alors que dans la rue, on passe et on a une demi-seconde pour voir un mur. Et c'est un peu dommage, des fois, on passe à côté de certaines choses. Chaque chambre aura sa propre identité, un artiste unique qui l'aura designé. Et c'est juste un souvenir mémorable pour une personne qui vient dans un hôtel. Pour achever nos déambulations artistiques, nous vous proposons la vie de Palace. À 2 pas des Champs-Élysées se cache une adresse incontournable pour les amoureux du luxe, du design et de l'art. Eh bien, suivez-moi pour la visite du Royal Monceau. Je vais vous montrer une de nos suites et on va utiliser ce magnifique escalier qui date en fait de la création de l'hôtel. Comme vous le voyez, on a gardé l'esprit brut qui date de la construction et qui a été en fait restylisé avec des éléments beaucoup plus contemporains, avec ces magnifiques appliques qui ont été faites pour nous. C'est Philippe Sarr qui a en fait pensé toute la rénovation de l'hôtel et qui l'a voulu totalement infuser par l'art contemporain. Bienvenue dans la suite galerie. Ces suites et ces chambres qui ont la particularité d'être décorées comme un atelier d'artistes parisien, avec des pièces d'art un petit peu partout, du mobilier qui a été créé spécifiquement, qui a été créé pour nous par des artistes comme Domo et Pérez pour ce somptueux fauteuil sur le bureau. C'est un quart de Paris actuel, mais qui est fait à l'ancienne avec plein de petites touches arty. On joue vraiment la singularité, l'originalité, autant dans les matériaux, également dans la disposition, dans la création, avec les arches qu'on retrouve ici, qui nous conduisent du salon à la chambre, avec ces appliques en verre de Murano. Toujours des jeux des miroirs, de la juxtaposition, de la lumière, le mélange des matériaux avec des lits qui sont faits avec des somptueux draps en lin, avec du jour de Venise, comme à l'ancienne. Et bien sûr des salles de bain somptueuses, qui jouent beaucoup sur le marbre, le miroir. Et pour les férus d'art, il y a Julie, l'art concierge. J'ai le plaisir d'être au milieu d'une installation de Nikolai Poliski. Exceptionnellement pour nous, il a créé une installation pour un intérieur. Ça représente un trophée de chasse, donc des cervidés qui surgiraient de manière surprenante des murs de l'hôtel. L'art fait partie de l'ADN du Royal Monceau. Donc nous avons nécessairement une clientèle qui vient pour cette dimension artistique. Le plus souvent, ce sont des demandes de conseils, de sélection, d'exposition par rapport à leur goût. Je m'occupe de la galerie Art District. Actuellement, nous avons une exposition de Rawson Crowe. Croquis au mur, ambiance street art ou palace arty, Paris a tous les arguments pour faire ressurgir l'artiste qui sommeille en vous. Bouchra Suzy Menkes du Vanity Fair, un jour, a écrit sur vous que vous êtes la fille calme de la mode. C'est vrai. Votre mode respire quelque chose de très clair, de très calme, de très structuré. Peut-être, sans doute. Si Suzy le dit, c'est que, en tout cas, c'est le regard qu'elle porte
sur mon travail. C'est vrai que j'envisage, la mode est tellement intégrée dans mon quotidien, dans ma façon de vivre, de respirer. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est orgueilleux, quelque chose qui fait peur ou qui est éloigné des gens, ou ce n'est pas non plus un rêve. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très calme. Et c'est que dans cette attitude-là que je travaille, ça c'est certain. Et que vous créez, ça se voit. Et du coup, Bouchra, comment vous voyez la fameuse parisienne, celle dont tout le monde parle, tout le monde dit la parisienne est très élégante, elle est très chic. Pour vous, elle est comment, cette parisienne? Elle est un petit peu comme vous, déjà, pour commencer. Oui. Non, mais je pense que j'ai été très sensible, par exemple, à un sujet, un édito, c'était suite à la couture de juillet dernier, c'était pour la collection numéro 10, et c'est une journaliste américaine qui, avant l'édito, a pris le temps de décrire en fait les femmes de mon public pour dire c'est des vraies Parisiennes qui viennent voir Bouchra, quel que soit leur métier, et elle enchaîne sur la mode qu'elle trouve chez moi, en tout cas très parisienne. Voilà. Donc c'est vrai qu'on véhicule une image, l'idée d'une image au travers du monde qui est complètement unique, on nous envie. Il y a quelque chose de ça. Alors, quand vous parlez en plus de haute couture qui n'existe qu'à Paris, je veux dire, c'est amplifié. Donc c'est aussi un hommage quotidien dans les collections de renvoyer ce qu'il y a de beau, de féminin pour la femme et les femmes, oui. Et du coup, quel regard vous portez sur vos collections précédentes? Alors, toujours de la tendresse. Et ce qui me plaît le plus, c'est que comme je fais une mode complètement intemporelle, puisque j'ai mis au centre la qualité et des matières premières et de la réalisation, je sais qu'une femme qui achète un de mes vêtements, elle va le garder pour toujours. Donc, ce qui est joli dans mon histoire et comment j'ai voulu l'articuler, c'est qu'on puisse mélanger des robes de la collection numéro 1 avec un manteau de la collection numéro 11 de cet hiver, par exemple. Rien n'est dépareillé et rien ne se chamaille. Ça va ensemble. C'est une histoire d'harmonie, en fait. C'est une histoire d'harmonie et puis c'est l'histoire de votre style. Je pense que c'est l'essence même de mon style, ça c'est sûr. Voilà. On va finir là-dessus parce que c'est très joli. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Et comme toutes les semaines, maintenant c'est l'heure de notre focus gros plan sur un objet emblématique. C'est parti! Longue ou courte, noire, jaune ou rose, de luxe, de ville ou sportive, la chaussette est portée depuis plus de 4000 ans. Son nom signifie « petite chausse » car elle se portait en complément des hauts de chausse et elle est devenue, après le Moyen-Âge, un vêtement à part entière. Au départ, la chaussette est réservée aux personnes de haut rang, seules à en connaître la fabrication et à faire du tricot. Puis, elle se démocratise peu à peu, notamment grâce à l'industrialisation et à l'invention au XVIe siècle des machines à tricoter. Dès le XIXe, elle devient un incontournable du costume masculin. Et aujourd'hui, elle est un véritable accessoire de mode. Pendant très longtemps, la chaussette, ça a été de l'uni, ça a été du basique, plutôt d'ailleurs à tendance noire, pas vraiment de couleur. Et maintenant, depuis à peu près 10 ans, on voit arriver beaucoup de chaussettes fantaisie et de couleurs. Et oui, chez les fashionistas, c'est carrément la folie de la chaussette. Tout le monde s'y met, même les mecs. La chaussette apparente dans la basket et à froufrou. La chaussette haute pour les frileuses. Le fameux débat sur la chaussette dans l'escarpin. Dorée, blanche, jaune fluo dans le sabot. Et pour la fashion kamikaze, l'association chaussette Birkenstock. Mais tout de suite, retour chez Archiduchesse dans le Limousin et sa chaussette totalement made in France. Aymeric Brousseau est façonnier. Ce sont ses grands-parents qui se sont lancés dans l'aventure de la chaussette en créant Brousseau Textile en 1938. Aymeric reprend l'affaire en 2006 et persuadé du savoir-faire de son entreprise, veut développer la vente de chaussettes sur Internet. Il fait alors appel à Patrice Cassard, le genre d'entrepreneur moderne avec 1000 idées à la seconde. Ensemble, ils créent la marque Archiduchesse. J'ai eu la chance de suivre Patrice Cassard. Je lui ai demandé s'il voulait vendre mes chaussettes sur Internet. Et Patrice m'a dit, ce qui m'intéresserait, c'est de créer une marque et un concept. Et il avait dans sa tête, dans un coin de sa tête, le nom déjà Archiduchesse et le concept. Et le concept était tout simple, c'était avoir un maximum de couleurs possibles sur le produit le plus basique, la chaussette qu'on met tous les jours, pour pouvoir la sortir avec les baskets, avec tous les types de chaussures qu'on voit. Et Dieu sait si aujourd'hui on en voit de toutes les couleurs.
C'est dans la commune d'Écart, en plein cœur du Limousin, qu'est fabriquée cette archiduchesse. Mais avant d'être enfilée à vos pieds, une chaussette, c'est d'abord un savant mariage entre l'élastane made in France et le coton teint dans l'hexagone. Le tout assemblé dans la tricoteuse. Ici, une trentaine de petites mains travaillent d'arrache-pied, sans mauvais jeu de mots, pour sortir les 150 000 chaussettes annuelles qui ont été vendues en 2014. L'archiduchesse passe entre plusieurs mains expertes avant d'être vérifiée sous toutes les coutures et packagée. Avis aux modas et aux mots d'œufs, gazon, framboise, mûre, canard, azur, chocolat, olive, pomme, citron, canari, mandarine, citrouille, cardinal. Il ne vous reste plus qu'à choisir la couleur pour parfaire votre look. Macon et l'Escois, c'est la rencontre de deux amis qui ont créé leur marque d'accessoires, mais pas n'importe laquelle. Des jolies petites broches brodées pour donner du peps à n'importe quelle tenue. Une mini boule à facettes au plafond, mais ne vous fiez pas aux apparences. Aujourd'hui, ça bosse dur pour Macon et l'Escois, les deux créatrices de ces accessoires de mode. Véritables petits bijoux pour customiser vos vêtements. Marie et Anne-Laure choisissent les motifs de leur prochaine collection. Je me demandais si ça valait pas la peine pour celui-là d'en faire un à cette échelle et de rajouter des éléments drôles. Par exemple, il pourrait y avoir un tigre du Bengale qui soit allongé ici en train de, tu vois, genre super majestueux, mais sur le bus pour faire le décalage. Oui. Et ça permettrait de travailler un tout petit peu plus les personnages. Bah, tu peux mettre un petit tigre là quand même. Ah oui, je peux mettre un petit tigre là, effectivement. Les deux femmes se sont rencontrées dans une école de création et ont lancé en 2009 Macon et l'Escois, leur ligne d'accessoires. Petit inventaire avec Marie Macon qui nous parle de leurs différents modèles. Nous avons des broches, alors là un clip à chaussures, mais des broches brodées à la main, que nous appelons bijoux brodés. Nous avons des écussons thermocollables. Celui-ci est de la collection The Do. On a réussi à faire des broderies en 3 dimensions, comme de l'origami en fait. C'est brodé à plat, et puis après nos brodeurs ils découpent et ils remontent en... Du coup on arrive à faire des broches en volume, parce que normalement on fait que des choses plates. Nous on a commencé par des très petits écussons, parce qu'on avait envie au départ qu'on puisse réparer des vêtements troués par des mythes, troués par des cigarettes. Des vêtements d'adultes. Il y avait une offre écusson qui était très enfantine. Nous, on a souhaité faire une offre qui soit plus adulte, plus luxe, entre guillemets, en utilisant des fils de lurex, des fils métallisés aussi, et avec des très petits motifs que les gens peuvent mettre assez discrètement finalement sur leurs vêtements. Et quelles sont vos différentes sources d'inspiration, Macon et l'Escois? On aime bien en fait, dessiner des choses assez iconiques que les gens reconnaissent. On a très peu de motifs abstraits. Et du coup, que les gens peuvent s'acheter en se disant « Tiens, moi je suis fan de photos, je vais m'acheter un appareil photo. J'ai un copain qui est boucher, je vais lui acheter un couteau. » On puise comme ça dans le quotidien. Et le quotidien, pour elle, c'est aussi les voyages. Là, pour cette collection-là, spécifiquement, on vient de passer 2 semaines en Inde. Donc en fait, la matière première, c'est les dessins et les idées qu'on a eues sur place. Donc qui sont effectivement pas une analyse de l'Inde, qui sont vraiment juste un carnet de voyage quasiment. On dessine beaucoup dans la rue, les gens, les attitudes, parce que pour donner un côté très moderne à la broderie, il faut que ce soit dans le présent. Et après, on se référence pour la collection de l'Inde à une iconographie, surtout des miniatures indiennes. Nous, on regarde jamais la création contemporaine pour s'inspirer pour nos créations. C'est toujours des choses très anciennes en fait. Les voyages, l'Inde, des situations décalées, on se croirait presque dans un film de Wes Anderson. On a été contacté pour la sortie de son dernier film en nous disant « Est-ce que vous pouvez faire une création pour le lancement du film ?» On avait été hyper touchés. Parce que justement, Wes Anderson, c'est une situation assez simple, presque cliché, mais avec une ambiance super poétique et assez drôle. Et très drôle. Et ça, c'est vraiment nous, quoi. Plus récemment, elles ont collaboré avec Guerlain pour sublimer le flacon de la petite robe noire.
et la marque a encore d'autres projets. On a été en Californie, j'ai super envie qu'on fasse des chapeaux. Si on pouvait collaborer avec une marque de chapeaux, on en a rencontré à San Francisco qui était vraiment super bien. Ça serait l'occasion. Chapelier à bon entendeur, car nous, on se réjouirait de voir le résultat. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao! Bleu et